Bonjour à tous et bienvenue dans notre troisième épisode du Geeking Show. Donc aujourd'hui, j'accueille Aldo, Salut. Nicolas, Salut. Stéphane et Ben. Salut. Donc ça va les amis? Ça va. Ça va. Alors ça fait quoi d'être un peu des stars maintenant? Non, je rigole. Je rigole. N'importe quoi. Donc, moi, honnêtement, je l'étais déjà, donc je vois pas la différence. Ah, j'avoue, c'est vrai que... En plus, dans notre premier épisode, il y avait j'ai l'impression que Stéphane il a des groupies, tu sais, donc c'est sympa, ça nous ramène des vues, donc merci. Et donc aujourd'hui, on aura un thème assez sympa qui va être un peu plus axé sur les jeux vidéo et plus précisément sur les jeux vidéo d'horreur. Donc un peu l'historique des jeux vidéo d'horreur. Donc notre ami Aldo va nous aider un peu à rentrer dans le thème. Donc vas-y Aldo, la parole est à toi. Alors déjà, pour commencer, j'aimerais vous parler d'une expérience à moi et j'espère que vous pourrez éventuellement relate. Enfin, je sais pas, on va voir. Alors, vous voyez la jaquette de Resident Evil pour la première fois. Celle qui est sortie en 96 avec un Chris Redfield sur la couverture à la John Rambo. Dépendant de quelle version vous avez joué, bien sûr. Je vois la tête de Ben et je me dis qu'il pense sûrement à Biohazard. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Biohazard, c'est le titre original de Resident Evil, sorti au Japon, et puis adapté dans la version américaine, qui s'appellera plus tard Resident Evil, qu'on connaît aujourd'hui. Alors, je vous dis, vous voyez la jaquette pour la première fois avec un Chris Redfield, avec un fusil à pompe, full Rambo. Vous vous dites, c'est sûrement un jeu d'action, je vais peut-être essayer. Si vous n'avez jamais entendu parler de Resident Evil à l'époque. Vous voyez le logo de Capcom, vous vous dites, Capcom fait des jeux sympas, je me dis, je vais peut-être essayer. Vous ne savez pas encore, mais c'est la pire idée de votre vie à l'époque. Alors vous lancez le jeu, vous entendez le son de la PlayStation, le son vous rassure un peu, ça vous pompe de dopamine, mais ça ne va pas durer. Après une longue cinématique d'intro, et un jeu d'acteur pourri, parce que vous vous souvenez sûrement de la cinématique d'intro, et se dresse devant vous le manoir Spencer. Vous y entrez et vous commencez à errer les couloirs de cet endroit qui vous est jusque-là inconnu. Mais très vite, vous allez y arriver, ce fameux couloir. Le couloir où on ne voit pas grand-chose, mais on entend quelques gémissements, quelques sons de quelqu'un qui mâche, ou plutôt quelque chose qui mâche. Vous approchez et vous voyez votre premier zombie en 3D polygone. Tout moche. Ah, il était classe. Mais il était classe. Il se retourne lentement pour jeter un coup d'œil sur son épaule et il donne sans le savoir naissance à l'une des scènes les plus cultes de l'histoire du jeu vidéo, d'horreur. À ce stade, deux options s'offrent à vous. Option A, vous redémarrez la console et vous retournez jouer à Crash Bandicoot. Option B. Non, moi, définitivement, Crash Bandicoot, je déteste les films d'horreur. Je n'ai pas participé beaucoup aujourd'hui, donc je déteste. C'est respectable, c'est respectable. Ou option B, vous faites appel à votre Rambo intérieur et vous videz votre seul magazine sur le mort-vivant sans savoir que les munitions seront quand même limitées dans le jeu. Et vous rendez vite compte que c'est pas suffisant et le zombie se relève tout de suite. Et là, vous savez plus quoi faire. Vous reprenez vos esprits après l'avoir tué. Limite, c'était quand même limite. Et votre premier réflexe est de quitter le manoir par la porte d'entrée. Mais vous réalisez très vite qu'il n'y a pas d'issue. Enter the fear factor. C'est là que vous êtes coincé dans le manoir. Resident Evil. Resident Biohazard. Ou Biohazard. Je ne sais pas s'il disait ça pense avec que la même oui. voix. Je pense que oui. Je pense que oui. Alors, je parlais de version fear japonaise, factor et justement, je me dis, s'il y a une façon de catégoriser les jeux d'horreur, moi, je préfère parler de fear factor. Donc, il y a plusieurs sous-genres dans le jeu d'horreur. Je pense que vous êtes tous au courant. Il y a déjà le survival horror. C'est déjà... ça prend un state of mind. You must run, you must hide. Il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas de porte de sortie. Il n'y a pas de porte de sortie. Il faut overcome les difficultés. Voilà, Il exactement. faut dépasser ses frayeurs et puis il faut gérer. Justement. Il Il faut gérer votre stress, il faut gérer vos munitions, il faut gérer des fois d'autres ressources. Et c'est là le fear factor, c'est que vous êtes un monsieur tout le monde qui doit prendre ces gens-là son coup dans la plupart des cas ou se cacher
Mais ça, on va voir le reste. Quelques exemples connus. Il y a la série Outlaws de 2013, qui est assez récente comparée à celle que je vais parler. Fatal Frame de 2001, Ah oui. qui est quand même... bon, on est des petites filles japonaises qui n'ont pas grand-chose pour se défendre à part Une caméra. un appareil photo. C'est pas la meilleure homme, on va dire. Et je parle aussi des 3 premiers Resident Evil, qui n'étaient pas vraiment orientés action, mais quand même un peu. Quand même. Mais quand Le tu deux, compares les autres titres qui sont sortis après, on va pas parler du 6e. Il y a- Par contre, C'est discutable. C'est discutable. Parce que Resident Evil, dès le 2e, le moment où ils ont mis le mec qui va par la suite être le père de Devil May Cry, Bayonetta et compagnie, on savait déjà que ça allait vers orienté action. orienté action. Yes. Et même la seconde partie du premier jeu, je pense, c'est... Une fois c'est que tu action commences à avoir orienté. pas mal d'armes, Ouais. c'est un peu plus orienté action avec des punchlines et tout à la Ouais. fin quand on affronte les boss là. C'est vraiment l'équivalent de ces films qu'on regardait en tant que gosse, quoi. C'est un mix entre tout ce qu'on a aimé en grandissant, Predator, Alien, les films de Romero, etc. Moi, je vois une grosse influence de Cameron dans Resident Evil, surtout avec Aliens et Terminator aussi, parce que tu as le Nemesis ou oui. Mr. X. Le Tyrant et tout le le Tyrant, X, ouais. c'est exactement Terminator. Donc tu tires sur le gars, il tombe, il se met à se relever et tu dis mais merde quoi, ça je m'enfuis. Ouais. Ça fait très Terminator. C'est ça, il y avait quand même cet aspect, le mal que vous pouvez pas overcome tout de suite, donc vous avez aucune option, vous pouvez pas le tuer en début de jeu. C'est qu'après en phase de boss que éventuellement Mr. X me bourre la poussière. Ensuite est venu les jeux d'action action horror, rendus célèbres en 2005, vraiment rendus célèbres par Resident Evil 4, Ah, je tiens à oui. dire. Oui, Quand qui avec Leon change Kennedy les codes et encore une fois. voilà, qui change les codes. Et qui aura un descendant, Dead Space, qu'on va Voilà. retrouver bientôt. Oui. Et justement, en 2005, excusez-moi, Leon Kennedy, super soldat, avec des coups de pied acrobatiques, des jeux de couteau. Le mec, il survit. Quick Time Events de Avec malade ce jeu. Quick Time Events de malade, avec le boulet qui roule et C'est la scène machin. avec le couteau là, le combat avec le. Avec le mercenaire. là, je sais Le plus. mercenaire, là, je me rappelle plus son nom. Juste, Peut-être Krauser, je sais pas, non, j'ai oublié. Je me rappelle plus son nom, mais c'était quelque chose. Et là, je me dis que le fear factor dans ce genre de jeu, c'est à partir du moment où vous n'avez plus les munitions qu'on vous a données Mhm. et vous retournez dans un état de survival horror où Oui. vous vous retrouvez dos au mur et vous n'avez plus de munitions, vous devez vous défendre avec votre petit misérable couteau. Et là, la panique s'installe. Et pour moi, c'est là le fear factor des jeux d'action horror. Mais sinon, vous êtes quasiment tout le temps un super soldat qui peut quand même se débattre quand même. En fait, ce qui est intéressant, les Resident Evil, c'est vraiment à l'image de ce que Capcom faisait auparavant avec Mega Man. C'est qu'au début, tu es tout faible. Mhm. Et puis, tu vas devenir de plus en plus balèze. Tu vas avoir de nouvelles armes. Mais même en même temps, tu auras tes ennemis qui vont devenir de plus en plus balèzes. Mais la progression C'est ça, est est quand progressif, même ouais. correcte. C'est à un moment, vous allez tout vider. Puis, il faudra recommencer un petit peu. Et vous aurez des ennemis plus coriaces. plus coriaces. Et effectivement, vers la fin... Ouais, je prends l'exemple de justement Resident Evil 4 où vous commencez avec des gens, on va dire, qui sont Ouais. infectés et plus tard ils développent des tendrils Oui, qu'on ne à la voit pas en début de jeu, parasite. des parasites, Et puis l'asparagus. tout ça monte, plus les trucs deviennent énormes. Oui, il y a le mec avec la tronçonneuse, Ouais, on va c'est- pas en grand, parler. grand moment. Grand moment du jeu vidéo. Ensuite, il y a mon genre préféré, le psychological horror. Et pour moi, il n'y a pas photo, c'est Silent Hill. Silent Hill. Plus récemment, Amnesia. J'aime bien mentionner Amnesia parce que c'est un jeu plutôt bare bone quand on regarde de l'extérieur. graphiquement, Graphiquement parlant, c'est c'est les C'est excellent, assets. excellent. Pour ne pas dire autre chose, c'est des assets réutilisés d'un moteur graphique outdated, mais quand même, Amnesia, ça reste une bonne utilisation de l'aspect psychologique. C'est-à-dire que c'est plus the fear of the unknown. Mhm. Donc, par exemple, vous jouez à un Resident Evil, vous savez exactement à quoi vous attendre. Des zombies, Biohazards. des biohazards, exactement, des C'est pour ça que le titre a été changé. Voilà, exactement. Mais c'est là que vous vous dites, dans le psychological horror, on ne sait pas à quoi s'attendre parce que le vrai ennemi, c'est vous-même. Dans votre tête, la tête de votre personnage, il se passe des choses parce que le personnage n'est pas tout le temps bien dans sa tête.
On parle principalement de Silent Hill où le personnage doit faire face à ses traumas ou à des expériences. Mais moi, perso, j'ai du mal avec ce genre de jeu, un peu pareil comme Evil Within, etc. C'est ce côté où le jeu triche. Tu arrives à un moment, et tout de suite, les portes vont se fermer, les murs vont se couvrir de sang, et de nulle part, tu auras un ennemi qui va apparaître. Tu as cette impression que le jeu triche, alors que dans Resident Evil, personnellement, c'est triché, oui, mais un petit peu moins. Genre, tu sais que, par exemple, dans un village, il va y avoir des ennemis à tuer, tu vois ce que je veux dire? Ils vont pas te mettre dans une situation où tu peux pas t'en sortir parce qu'il y a l'inconnu devant toi. Mais je peux comprendre qu'il y a son intérêt aussi de toujours tomber sur quelque chose de nouveau et de surprenant, mais quelque part, je trouve que ça tombe dans une facilité où à tout moment, tu dis « Ah, il y a la musique là. Ah, je peux plus me retourner. Ah, il y a des... » Exactement. Il y a des gimmicks. Il y a des Il y a des gimmicks tu qui vois. retournent comme dans le cinéma, on va dire le cinéma d'horreur même, parce que le jeu vidéo a énormément emprunté au cinéma d'horreur, c'est sûr. Mais je rejoins Ben sur ce qu'il a dit. C'est vrai que certains jeux font dans le cheap thrill, donc ils prennent forcément des jumpscares trop faciles qui popent sur l'écran. Et moi, je préfère plutôt le fait d'installer la peur en fait. Donc pendant un moment, il n'y a absolument rien. Et il n'y a pas de payoff. Donc, il n'y a jamais rien qui va te sauter dessus. Oh, ok. Mais il y a quand même cette peur, il y a cette Oui. ambiance qui... On dirait que le jeu, il t'a dans la paume de sa main, tu vois. En fait, quand tu parles de ça, il y a un jeu qui me vient en tête. C'est Silent Hill The Room. Je sais pas si tu as joué. The Room, j'ai joué. Ah, j'aurais aimé quelque savoir chose. comment il se termine ce jeu. Je l'ai pas terminé. Mais c'est quelque chose, hein, c'est waouh. En fait, ça se passe dans une chambre. Yeah. Et à chaque fois que la chambre t'emmène dans un endroit, une espèce de dimension, et à chaque fois que tu reviens, il y a quelque chose qui change dans la chambre. Et jusqu'au final où vraiment la chambre devient un truc vraiment. On va dire mistrant, hein, franchement. Oui, Franchement. Mais c'était quelque chose. C'était vraiment psychologique. Et pareil, je l'ai pas fini. C'est ça, c'est dommage. Mais- Il est sorti à une mauvaise époque et même par la suite, ils l'ont pas ressorti. Ils ont sorti le 2, le 3 en version remastered, mais pas le 4. Pas le quatrième. Et puis, je vais terminer avec le genre qui est un peu moins représenté, c'est le reverse horror. Ok. Donc, d'après ce que vous avez compris, c'est en gros, le fear factor, c'est vous. Oh. Vous êtes le monstre. Et il n'y a pas vraiment de représentation notable, à part, je ne sais pas si vous avez entendu de Prototype. Oui. Mais peut-être aussi, quelque part, c'est un peu les jeux multijoueurs. C'est ça. J'allais justement. justement mentionner Dead by Daylight et il y a un autre jeu encore. Oui. Il y a Un jeu un multijoueur. jeu qui remplit le rôle du monstre. Là. C'est ça. Dans... Aïe, moi aussi je vois. Ça se joue à 5, Evolve. c'est ça? Evolve. Evolve. Ouais, Evolve. Evolve. Evolve aussi. Et... Ouais, c'était pas mal. Ça a pas Mais- trop bien marché. non? Ouais, c'est Mais dommage. ce Je qui l'avais est pris. sympa, ça. c'est le concept parce que tu as 5 joueurs, tu as 4 mercenaires, puis tu as un joueur qui est la créature carrément. Mhm. Et la créature aussi doit survivre aux attaques. Et ce qui est sympa, c'est que chaque créature avait un style différent. Tu avais Oui, une de créature un combat. peu orientée stealth, à la, ça va rappeler Predator à l'époque, qui reste dans les arbres et qui prey en mode ouf. Je sais pas quoi. Mais tu sais, Et- je reprends dessus parce qu'ils ont essayé de refaire le même truc avec Predator après. Mais Avec les franchement, ça Et vient là, de tu auras sortir. Alien. Là. Mais c'est au niveau graphique, etc. C'est moche. On dirait un jeu qui date de 10 ans, quoi. Et puis, c'est carrément une reprise de Evolve. Ils ont remplacé le monstre par Predator. Et puis, c'est tout. Il n'y a rien d'original. Donc, ça, c'est dommage. Je trouve que Un c'est jeu c'est un truc d'horreur que perdu. peut-être personne n'a mentionné, peut-être on a oublié et qui me fait vraiment flipper. Forbidden Sirène. Ah, Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu. À un moment du jeu, vous voyez à travers les yeux des monstres, des ennemis, etc. Et vous les voyez s'approcher de vous à travers leurs yeux. Et ça, mais le stress. Et en plus, il y a une ambiance de film japonais. De film japonais. La pellicule est sale, tu as des espèces de. Comment dire? Tu as la fumée partout, tu vois pas bien où tu pars, tu as une espèce de brouillard. Et tu as ce constant. pouvoir de voir Ouais, à travers les yeux monstres. des C'est intéressant ennemis. quand même, parce que ça donne une autre perspective de l'horreur, où genre, généralement tu es en première personne ou troisième personne, mais peut-être que je vais jeter un œil là-dessus. Il y avait une question aussi sur PS3, je pense. Oui. Et puis il y avait sur PS2, c'est la Oui. PS2 que j'avais joué. Yes. Et du coup, pour terminer, j'aimerais parler de, personnellement, la saga pour moi qui
qui quand même réunit un peu de chaque gimmick, de chaque genre, de chaque fear factor. Et je sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais pour moi, Dead Space, Ah, yes. la franchise Dead Space, pour moi, ça réussit sur toute la ligne. Que ce soit le setting, qui est un love letter au film de Ridley Scott, à Alien effectivement. et compagnie. L'ambiance, la musique de Jason Graves, qui est juste Wow, phénoménale. oui, magnifique. Franchement, Tout est bon dans ce jeu. justement. C'est une amélioration du gameplay de Resident Evil 4. Aussi, en gros, oui. ouais. Par contre, le dernier, j'ai pas vraiment. Le troisième. Oui, il y a beaucoup de gens qui en avaient mitigé sur le troisième, mais Est-ce que le troisième, il ne faut pas justement faire la campagne coop à la fin pour vraiment avoir la vraie fin? c'est ça en fait. Justement, il y a eu une polémique là-dessus, c'est qu'il fallait absolument faire le mode coop pour débloquer la vraie fin. Et malheureusement, à l'époque, j'avais pas d'amis, donc je jouais seul. C'est toujours le cas, hein, je vous Non, moi, je rassure. Parle pour toi, Stéphane. Il y a d'autres de mes amis qui Ouais. font mis ensemble. non, mais moi, je trouve surtout peut-être trouver justement la personne qui a envie de le jouer sur la même tranche de temps que toi. Maintenant, c'est vraiment pas évident. vrai, hein, c'est pour Ça, faire, ça, pour c'est finir. compliqué pour tout ce qui est coop aussi. Voilà, exactement. Et en fait, Dead Space, c'est le côté plus orienté action que j'avais pas vraiment aimé. Parce que les deux premiers, franchement, c'était pesant. Ouais. C'était pesant, c'était la survie. Mais celui-là, c'était un petit peu plus action. un petit peu, Ouais, je vois. Ouais, C'est- EA. C'est ça, justement, EA Games a tendance à capitaliser sur l'action de temps en temps. Par Il- contre, les deux premiers, franchement. Oui. Niveau ambiance, mais il y a aussi le gimmick de créer sa propre arme qui m'a quand même impressionné à l'époque. C'est le fait que tu peux customiser ton arme avec des pièces que tu ramasses. Donc ton fusil peut être partie lance-flamme, partie lance-disque. Et tu avais des gimmicks assez sympas. Mais il y a aussi l'aspect psychologique parce que, pour ceux qui ne savent pas, le héros de l'histoire, Isaac Clarke, il n'est pas très bien dans sa tête lui aussi. Il souffre de démence. Ah oui. Et ça donne lieu à des hallucinations des fois. Franchement, quand j'ai joué pour la première fois, ça m'a quand même pas laissé de mort. Ça rejoint un peu le film Event Horizon. Event Dans Horizon. le style de vision. Ouais. un peu- Je Pas pense un que excellent réalisateur, hein? Non, Ben a quelque chose à dire là-dessus. Non. Moi, Moi, j'aimerais- très chanceux, qui a fait de très bons films, qui est marié avec une très sympathique actrice, qui a de magnifiques enfants. J'adore ce mec. Et J'ai- du coup, vous, les gars, c'était quoi un peu les. Non, les moi, jeux franchement, moi, j'ai jamais été fan des jeux d'horreur. Hein. D'ailleurs, pas fan du tout des films d'horreur non plus. Quoique maintenant, je commence. Non, mais écoute, à chacun. Non, mais attends, non, le Passion, film hein. d'horreur, c'est pas un genre, hein. On Non, parle non. de films qui vont de Alien jusqu'à Brain Dead, là. Non, ça dépend. Non, ça dépend. Je peux apprécier un. On a parlé de Event Horizon, ça je regarde. Mais moi, j'aimerais quand même faire un petit. Vous donner mon opinion là-dessus, c'est que le cinéma a très mal exploité ces licences-là. Allant de Resident Evil avec Mila Jovovich. Non. Oui, exactement. oui, on parlait de ouais. son Le, époux. il y a le une- réalisateur de Ben. Ouais, non, j'ai pas vraiment apprécié les tentatives de prendre ces jeux-là, d'où le fait que moi je reste sur ma position et d'ailleurs la plupart du temps, c'est pas que les jeux d'horreur, on en parlera une prochaine fois peut-être, mais peut-être que vous avez un exemple, vous, de film qui a été bien repris, mais moi je vois pas. Enfin, Silent Hill était pas mal. Le premier était pas mal. Même s'ils ont inversé. Bon, le père et la mère. Ils ont beaucoup pris sur le 3 en fait. Oui. Dans la création de l'univers, ils ont beaucoup pris sur le 3, mais c'était pas mauvais. Ça gardait assez bien l'ambiance du jeu. Bon, c'était pas aussi effrayant que le jeu, mais ça faisait l'affaire. Par contre, la série Netflix, The Haunting of Tree House, Hill House. of Hill House, m'a donné une ambiance de jeu. Surtout dans la maison, ça m'a donné une ambiance de jeu. Parce que les différentes pièces, les différents couloirs, je me suis retrouvé dans un jeu. Que tu Hein? n'as pas joué. Non, si, que j'ai Non, pas ok. joué. Non, mais c'est Pas grave, excellent. C'est, Là, je suis dans sa tête. je l'ai joué dans ma tête. Non, mais attends, j'aime pas. Hein. Oui, on va non, pas en on peut pas se discuter. forcer, effectivement. Oui, j'aime pas, mais quand même, en regardant cette série-là, je me suis retrouvé dans un jeu, parce que des fois, je regarde les autres jouer, même si moi, j'aime pas jouer. Mais oui, mais sinon, au cinéma, j'ai pas vu de bonnes reprises. Ouais, je pense que en fait, le storytelling que tu as dans un jeu
ne peut pas forcément être repris au cinéma parce que je pense que les jeux, surtout dans un style d'horreur, tu dois vraiment faire l'expérience du jeu. Moi je parle d'un jeu qui m'a traumatisé dans mon adolescence. C'était Clive Barker's Jericho. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Jericho, en fait, le personnage principal, il meurt, mais son esprit est toujours là et du coup, il peut bouger dans le corps de ses coéquipiers. Donc là, du coup, ce qui rend un peu le jeu unique, c'est qu'il y a 4 personnages dans son équipe. Et du coup, on peut avoir on peut jouer avec 4 personnages différents avec des habilités différentes. Donc, le concept est sympa. Le côté horreur, il est bien là. Et franchement, le jeu est quand même assez difficile. C'est surtout parce que les mécaniques sont outdated. C'est ça. Bon, écoute, outdated, c'est parce que le jeu, déjà, il est ça, quand même vieux. Quand tu compares au FPS d'aujourd'hui, parce que c'est un first-person shooter, Ouais. quand même, le jeu a quand même bien rouillé. Ouais, il a mal vieilli. Et pour ceux qui ne connaissent pas, Clive Barker, c'est un monument de l'horreur. Ah oui, Hellraiser, Candyman, c'est un... Book of Blood à lire. Bon, même Stephen King est fan. Ceux qui veulent découvrir Clive Barker, allez-y, parce que franchement, pour moi, il y a Stephen King et puis il y a Clive Barker. Voilà. Lui, il a compris vraiment qu'est-ce qui faisait peur à l'être humain. Je peux confirmer parce que moi, il y a un moment, j'ai arrêté le jeu, j'ai hurlé. Déjà, je jouais seul le soir dans le noir. J'ai hurlé, j'ai éteint pour je sais pas si dormir parce que c'était. Il y a des scènes qui sont vraiment. Et pour ceux qui ont connu aussi, il y a eu Undying. Justement, j'allais en parler justement. Vas-y. Expérience, il y a 2 jeux qui m'ont vraiment marqué en termes de survival horror. 3, on va compter Dead Space. Pour Dead Space, on a déjà parlé. Ouais. Pour moi, c'est le Undying de Clive Barker qui est beaucoup plus effrayant que Jericho. Parce que Undying, c'est un gars qui se retrouve sur une île, qui mène une espèce d'enquête, un truc du genre. Oui, enfin, c'est un peu à la Necronomicron. Ouais, il mène une espèce d'enquête, ça se passe dans les années 1700, 1800 à peu près. Et du coup, il se retrouve dans un manoir, dans la Resident Evil. Et tu as des espèces de... Il ouvre une dimension où tu as des êtres diaboliques qui arrivent de partout. Et... Oui, au fait, c'est une famille qui a été complètement corrompue. Corrompue par le mal. Et l'ambiance que tu as dans le jeu... Tu n'as pas de musique, tu n'as rien. Mais le son... Tu as une espèce d'ambiance sonore, si tu joues avec le casque, c'est surtout un point important, le sound design dans les jeux d'horreur. Ouais. Oui, tu peux avoir graphique pourrave, mais si le sound design est bon... Ouais. Et puis le deuxième, ça rejoint ce que tu vas parler, Alien, et pour moi c'est AVP le premier, sur PC. Ah, moi j'ai bien aimé le deuxième, AVP 2, et Alien Isolation. Ah oui, franchement, on parle d'adaptation de jeu en film, mais niveau film en jeu, on fait pas mieux qu'Alien Isolation. Exactement. Il y a cette paranoïa d'entendre l'alien, le sound design il est juste parfait. On entend l'alien dans les conduits, on voit la bave qui coule des conduits, on sait qu'on ne doit pas aller en dessous et tout. Et ce qui est intéressant justement pour revenir à l'alien, donc en AVP tu peux jouer avec l'alien. Oui. Et en petite anecdote, j'avais un pote qui jouait avec Alien. Et quand tu jouais avec lui, il ressemblait vraiment à un Alien. Il bougeait et je sais pas comment il faisait pour jouer. Donc moi j'adorais, même le deuxième. Moi j'arrivais à jouer justement à tête à l'envers. Et tête à l'envers, et ouais, c'est ça. Exceptionnel ça. Il y a des gens qui préféraient jouer Predator dans ce genre de jeu. Et quand tu jouais avec lui, tu avais moi... l'impression de comment dire, d'être un chasseur. D'être dans la peau de xénomorphe. Ouais. Et puis, Ben, tu nous as... Non, pas encore. T'as pas de jeu d'horreur? De jeu d'horreur encore je sais pas, on a plus ou moins fait le tour. Ah oui, il y a Fear. Fear, oui. Fear avec le mélange parfait. Le mélange parfait entre Ring et FPS, quoi. Et FPS, ouais. Avec le slow-mo, là, génial. Fear aussi, je l'ai pas fini. Pareil, il y en a eu 3 en plus. Mais Fear, le premier est fini, le deuxième, non. Le deuxième, non. Ah, ça, c'était un bon studio à l'époque. Ouais. Mais moi, j'aimerais terminer avec une tristesse, parce que... Ah, Dino Crisis, peut-être. Dino Crisis, peu de gens le connaissent, mais c'est l'équivalent de Resident Evil, mais avec des T-Rex. Jurassic Park, mais avec des flingues. Mais moi, j'aimerais parler de PT. Ah oui. PT, niveau ambiance, Hideo Kojima, et franchement... En plus, il y avait la collaboration avec Del Toro et Norman Reedus. Exactement, mais dommage qu'on ne verra pas le jeu. Et la démo était fou. C'est une pitié. Mais le jour où ma PS4 meurt, je pleure.
Ah, tu as une copie de Pity? Oui, sur ma PS4, ouais, j'ai transféré de Ah bah, hard disk en Il hard faut disk. regarder précieusement parce que. Ouais, précieusement, parce que j'imagine que dans quelques années, quand on en parlera niveau enchères et tout, une PS4 avec une copie de Pity. Ben sera riche dans quelques années. Donc, J'ai des vrais à couvrir. Peut-être Donc- que je peux raconter l'histoire de Pity, peut-être que certains ne connaissent pas. Ah oui, donc Ouais. pour ceux qui ne savent pas, Pity, c'était une rumeur qui disait que ce serait le prochain Silent Hill, le prochain épisode de Silent Hill, une collaboration entre Norman Reedus, Guillermo del Toro et Hideo Kojima, Qui était encore à Konami à l'époque. qui est encore à Konami à l'époque. Et justement, c'est à cause de ça que le projet n'a pas eu lieu. Il y a eu une fin de contrat entre Kojima et Konami. Donc, Konami, le pire studio japonais. puis il y a un studio japonais qui préfère les gachapons au jeu. Au jeu. Au joueur, du coup. Au jeu, du coup. Repose en paix, Metal Gear Solid et Pity. Silent Hill. Castlevania, tout ça. Castlevania. là. Castlevania C'est et tout. qui est dommage parce que là, on a Castlevania sur Netflix. Et Très il y a bon, pas de jeu. excellent, Il n'y a pas de d'ailleurs. jeu, il n'y a plus de jeu. Ouais. Enfin, là, ils vont ressortir les mêmes jeux, mais. Ouais, mais c'est pas un nouveau truc. Ouais. C'est pas c'est dommage. Ben écoute, merci Aldo pour ce bel exposé. Donc on va continuer notre émission. Et j'aimerais demander à Ben, notre geek in Japan, ce qu'il aimerait nous présenter aujourd'hui. Bon, je pense que tout le monde a déjà une petite idée. Hein. Je pense que ça se voit depuis le début de l'émission. Je suis un peu petit, donc je suis un peu caché derrière, mais voilà. Donc Ben, tu nous parles de Gunpla. 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 Alors, les Gunpla, c'est quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des maquettes faites au Japon par des Japonais pour le reste du monde. Alors, c'est basé sur la licence Gundam, Mobile Suit Gundam, donc des Real Robots, un animé à la base, et qui par la suite a eu l'un des meilleurs produits dérivés de tous les temps, c'est-à-dire des maquettes. Alors, vous en avez pour tous les goûts, pour toutes les bourses et pour toutes les tailles. Vous en avez vraiment pour tout le monde. Vous avez des tout petits, des SD qui vous coûtent moins de $10. Vous en avez des moyens qui vous coûtent moins de $20. Et puis, vous en avez un peu plus qui sont moins de $30, moins de $50 et Moins ainsi de de suite. 102 là. Voilà, on est toujours. Et donc, c'est un hobby que j'encourage à découvrir depuis quelques années déjà, qui me tient à cœur. On a une petite communauté déjà à Maurice, près d'une centaine de personnes déjà qui en montent. Et ça, vous pouvez en commander en ligne. Ça vous revient, pas trop cher. Mais de préférence sur des sites japonais comme Hobby Link Japan ou Amiami, ou même en seconde main, vous pouvez en trouver. Et donc, ouais, c'est un très beau hobby. Vous en avez pour tous les goûts. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant que Bandai qui produit ces maquettes, ils ont cette connaissance et ce savoir-faire qu'ils ont déjà donc, pour les figurines et les maquettes. Vous avez des maquettes de tout et pas n'importe quoi. Hein. Je parle de maquettes Star Wars, Mandalorian qui vient de sortir, le Razor Crest vient de sortir. Vous avez des maquettes de Dragon Ball, de Demon Slayer. Donc, les connaissances qu'ils ont pour vous monter un magnifique robot là, ils le mettent aussi au service des fans d'anime et de manga ou même de culture pop et en général. Donc, ouais, un hobby à découvrir donc et que je recommande vivement. Et moi, je te reprends sur quelque chose. Tu as parlé d'une communauté. Donc, vous avez un groupe sur Facebook, c'est ça? Oui, Gundam and Other Model Kits Mauritius. Et on est une petite communauté, si vous voulez découvrir, en apprendre un peu plus. Je poste les nouvelles sorties, les bons plans. Et quand il y a des choses qui sortent, je fais savoir. Donc, vous pouvez aussi partager ce que vous avez monté, demander des petits tips. Il y en a pour, franchement, en termes de skill pour monter, un ado peut en monter un. Et tout comme une personne beaucoup plus âgée. Quelqu'un peut monter tout basique, juste avec une paire de ciseaux. Bon, pas trop recommandé, mais vous avez compris. Ou il peut commencer à peindre et à le customiser, en faire une vraie œuvre d'art d'un autre en 3D, on va dire. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a des compétitions mondiales aussi. Donc, le Gunpla, c'est quelque chose à découvrir. Merci Ben. Et moi, j'aimerais juste
revenir sur un petit truc. Dans leur groupe Facebook, ce qui est sympa, c'est qu'il y a vraiment des gens de tous les niveaux, comme Ben l'a dit. Donc il y a des gens comme moi qui sont super débutants et qui ont, après 1 an, ils n'ont pas encore fini un gunpla. Ça existe. Et puis il y en a qui font des trucs custom qui sont juste magnifiques. Oui, avec les LED, avec l'installation de lumière et tout. Donc, comme tu dis, tu as vraiment de tous les niveaux. Moi, je vous Donc, invite c'est à faire un petit tour sur le groupe pour en savoir un peu plus. Et ouais, le gunpla, franchement, c'est sympa. J'adore la rime. Merci beaucoup à Ben. Donc là, on va passer à notre movie sensei. Donc Nicolas, t'as quoi pour nous aujourd'hui? Moi, je voulais revenir à un film qui est sorti depuis quelques temps déjà. Et donc, dont j'ai revu dernièrement. Et je voulais en parler. Donc, c'est Speed Racer. Et donc, Speed Racer, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un dessin animé qui est apparu dans les années 60. Donc, le manga est paru dans les années 60. Et l'animé est paru en 1967. Qui a été créé par Tatsuo Yoshida. Okay. Donc, ce que ça parle d'un jeune pilote de course et son papa qui est mécanicien. Donc, il participe à des courses vraiment vertigineuses. Si vous voulez un exemple, c'est un peu l'équivalent des foot du volant, mais au Japon. Okay. Et petite anecdote, les foot du volant est apparu 1 an après Speed Racer. Donc, on ne sait pas si c'est une influence qui a influencé Hanna-Barbera à monter le foot du volant. Ok. Donc, ce que je vais vous en parler, moi, c'est le film qui est réalisé par les Wachowski. Les réalisateurs de Matrix. De Matrix, justement. Donc, Ou Cloud Atlas, le moins connu. Ouais. Donc, Précédemment, Homme. oui, maintenant, c'est les sœurs Wachowski. Oui. Donc, Speed Racer est sorti 5 ans après le dernier volet de Matrix. Donc, 5 ans après Matrix Révolution. Et justement, dans Speed Racer, vous avez le thème qui est récurrent pour les Wachowski. C'est toujours ce côté hard versus business. Ok? Donc, je m'explique. Par exemple, vous avez par exemple, dans Matrix, vous avez la société en elle-même, où vous avez les agents qui représentent un peu l'autorité. Et puis, il y a les machines. Tu as Neo, tu as Morpheus. Donc, eux, ils représentent un peu ce qui est la rébellion, on va dire. Mais ces thèmes se retrouvent dans tous les films des Wachowski, que ce soit dans Matrix. Et les séries. Sense8, Cloud Atlas, et le film dont je vais parler, Speed Racer. Speed Racer, c'est toujours l'histoire du jeune pilote, Speed, qui est un talent fou avec sa voiture, ok, et qui veut suivre les traces de son frère qui est décédé dans un accident de voiture. Donc, du coup, il est approché par une grosse boîte, une grosse compagnie qui font des concours d'automobiles, qui est un peu l'équivalent du F1. Ok? Et ils essayent d'enrôler Speed dans leur compagnie pour avoir des sous. Donc, du coup, pour la publicité, pour tout ce qui est corporate, tout ce qui est... Mais ce qu'ils découvrent, au fur et à mesure, c'est que cette organisation est régie par une mafia qui utilise les pilotes pour se faire des sous, tout en faisant des courses truquées. Donc, du coup, le gars, il commence à se rébeller et il rencontre un mystérieux conducteur qui s'appelle Racer X, qui est un excellent personnage, ok? Et il décide de mettre à jour cette machine à sous. Donc, ça, c'est l'histoire de Speed Racer. Pourquoi je vais en parler de Speed Racer? Parce que beaucoup ont vu le film, ils n'ont pas vraiment aimé, parce que le film a un style vraiment particulier. C'est un peu un mélange entre un film d'animation pur 2D, qui mélange la 3D avec des scènes live. Voilà. Ouais. Si vous voulez un peu, c'est un peu comme Sin City, mais avec plus de couleurs, on va dire. Ouais, comme tu dirais, tu mangeais du chewing-gum avec ton KFC. Exactement. Exactement. Donc, ça peut dérouter certains, mais là où Speed Racer manque des pas pour moi, c'est dans la mise en scène de ces courses de voiture. Rien à dire. Le final... Au fait, les Wachowski ont inventé un style qu'ils ont appelé le Corfu. Qu'est-ce que c'est que le Kung Fu? Fou pas F-O-U, hein? Oui, F-U, comme le Kung Fu. C'est un mélange de courses de voitures avec des mouvements de Kung Fu. Donc, des voitures qui font des flying kicks, des voitures qui font des trucs comme Matrix, donc comment on dit ça là? Des acrobaties. Et vraiment, franchement, si vous regardez Speed Racer, vous ne verrez jamais ce genre de scène d'action dans d'autres films.
Parce que franchement, c'est l'un des rares. Jusqu'au jour où ils feront les fous du volant avec des acteurs. Peut-être. Mais niveau de scènes d'action, et je sais pas si vous avez regardé l'animé, parce que les voitures, bon, dans des films de voitures, par exemple Fast and Furious, vous avez la voiture qui roule vraiment Comme une voiture. Mais là, non. Ça glide. Donc, si vous avez vu, c'est en hommage au dessin animé, où vraiment, quand vous regardez le dessin animé, lorsque les voitures roulent, vous avez l'impression que ça glide. Il y a la distorsion et exactement. le véhicule. Ouais. Et ce qui est impressionnant, c'est que par exemple, quand vous avez la sensation de vitesse, dans le dessin animé, vous avez le décor qui défile, vous avez des espèces de lumière sur le côté, je ne sais pas si vous voyez, et Speed Racer utilise ça à fond. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que l'histoire est racontée au fur et à mesure que le film, c'est pas un développement de personnage ou quoi que ce soit, c'est raconté sur l'action. Oui. Donc, pour moi, l'un des rares films à le faire aussi, c'est Mad Max Fury Road, où tout est dans l'action, tout est raconté à travers l'action, et il n'y a pas de tormo comme si pour se dire, ouais, il faut développer tel personnage. Tout est développé avec les scènes d'action. Oui. Et aussi, le montage qui est phénoménal. Vous avez l'impression d'avoir une case de BD avec plusieurs cases, et tu as un personnage qui est dessiné au milieu, et tu as l'action qui se passe à l'arrière, et tu regardes, tu as l'histoire qui continue à défiler à l'arrière. C'est juste incroyable. Et pour en finir, ce Speed Racer, pour moi, franchement, comme Ben le disait, le final, c'est un orgasme. C'est exactement ça. Oui, c'est ce qui reste le plus dans le film. C'est ce qui se ressent, surtout lorsqu'on arrive à la finale, où le héros, tout ce qu'il a entrepris pendant tout le film, donc c'est toujours une quête initiatique et tout. Et quand tu as ce final-là, tu te dis, ouais, ça pourrait être un final cliché. Oui, mais c'est tellement bien fait. Ouais. Et en plus, tu as ce petit côté, il y a un petit twist dans l'histoire où tu te dis, ok. Avec le frère. Ah oui, bon. Je ne pas spoiler. Ouais, mais bon, ça c'est cliché de l'époque, ça. Le cliché de dessin animé des années 70. Mais par contre, en tant que star, il n'y a pas vraiment de star parce que, bon, tu as John Goodman, tu as Susan Sarandon, tu as Christina Ricci. Mais sinon, tu as Emile Hirsch qui n'était pas vraiment connu à l'époque. Oui. Et bien sûr, Matthew Fox, connu, fan de Lost, là. Oui. Et Lost, qui est une de mes séries préférées, bon, Matthew Fox dans Speed Racer, c'est incroyable. Franchement, si le MCU ou même DC pouvait mettre la main sur ce mec, c'est un gars qui mériterait d'avoir un grand rôle. Et il y a une séquence, l'introduction du Racer X par exemple, pour ne pas spoiler, c'est vraiment je sais pas moi, comment expliquer ça. C'est une leçon de mise en scène. Il n'y a pas eu ça encore, il y a le combat avec le camion là. C'est incroyable, c'est des plans de BD qui se mélangent à des plans de manga avec du cinéma. C'est fou. C'est vraiment quelque chose à découvrir du coup. Ouais. Ben écoute, moi je connaissais pas, donc je pense que ça va me permettre de... Espèce de vénère, moi j'allais le prendre là. Blu-ray s'il vous plaît. J'allais le prendre pour aller chez moi là. Trop, toi t'as des Gundam pour ramener chez toi, moi j'ai Speed Racer, tout le monde est content. Tout le monde est content, ben merci beaucoup Nicolas. Donc là moi je vais passer la parole à Monsieur Rock. Donc Monsieur Rock il va nous parler un peu de Marvel aujourd'hui, c'est ça ? Avant de commencer de parler de Marvel, juste pour rappeler que Les Fous du Volant, si je ne me trompe pas, a été mis à l'écran, porté à l'écran dans les années 60, et il y avait à la tête comme comédien principal Tony Curtis. Donc allez chercher un petit peu, vous allez voir. Donc Les Fous du Volant, oui. En live ? En live, oui. Avec Tony Curtis, oui. Il y avait Tony Curtis, et si je ne me trompe pas, il y avait aussi David Niven dedans. Donc allez chercher, chercher un petit peu. Donc voilà. On en apprend tout le temps avec lui. Merci. Alors bon, il n'y a pas de souci. Stéphane. Donc aujourd'hui, fan des premières heures de Marvel, je viens aujourd'hui avec un des premiers crossovers de l'univers comics qui est Guerre secrète. Je ne sais pas si vous avez déjà suivi Secret War. On en parle beaucoup ces derniers temps. À l'époque, c'était dans Spidey. À l'époque, dans les années 80. Donc, c'est un crossover. Au fait, Marvel, à l'époque, a été très, très malin. Parce qu'ils ont devancé DC. Parce que DC lançait, Jim Shooter, qui était à l'époque le grand patron de Marvel, travaillait chez DC, a eu vent que DC avait l'intention de venir de l'avant avec un crossover. C'était le fameux Crisis on Infinite Earth. Pour ceux qui suivent un petit peu les séries sur le Arrowverse,
doivent certainement connaître le fameux Crisis on Infinite Earth. Donc Jim Shooter a été très très malin, il a devancé DC, mais quoique DC a une idée de génie que Marvel va prendre après, bien sûr, c'est le multiverse qui apparaît pour la première fois dans Crisis on Infinite Earth. Donc, les guerres secrètes va réunir à l'époque tous les super-héros qui faisaient un petit peu le succès de la boîte Marvel. Donc, comme vous voyez à l'écran, vous pouvez voir, il y a Spider-Man, bien sûr, Hulk, Iron Man, donc les 4 Fantastiques, les X-Men, qui était à l'époque le numéro 1, vraiment numéro 1. Et d'ailleurs, dans cette saga-là, ils vont faire un petit peu bande à part. C'est la première fois qu'ils vont faire bande à part. Et ils ne vont pas nécessairement être avec les Avengers, ils ne vont pas être avec les Fantastiques. Ils vont essayer, parce que dedans, il y a c'est pas réellement le méchant, mais qu'est-ce qui se passe? Guerre secrète, ça va toucher un petit peu. J'ai emmené mon Nova, j'ai emmené mon Special Strange, j'ai emmené mon Spidey. Ça va toucher un petit peu tous les magazines qui sortaient à l'époque, que ce soit Amazing Spider-Man, Fantastic Four, Avengers, Hulk, va toucher tout ça. Et au fait, à New York, ils vont voir le fameux parc, là, comment ça s'appelle déjà le Central Park. Il y a une espèce de bâtiment, de truc qui apparaît d'un coup, et tous les super-héros s'y dirigent, croyant que c'est une menace. Et là, ils sont happés par ce bâtiment et se retrouvent sur Battle World. Battle World qui va être repris quelques décennies plus tard dans une autre guerre secrète, qui va encore une fois embouber tous les super-héros de l'univers Marvel. Et là, ils sont réunis, non seulement les super-héros, mais aussi tous les super-vilains célèbres de l'époque. Dr. Fatalis, Magneto, Kang le Conquérant, qui va être là, et c'est pas le maître de l'évolution, non, l'autre type qui arrive à changer tout plein de trucs là. Non, il y a un autre type, j'ai oublié le nom, je trouverai certainement après. Et le Beyonder, qui est celui qui réunit tout le monde, leur dit, l'équipe qui gagne, il pourra avoir tout ce qu'il veut et faire ce qu'il veut. Battle Royale before it was cool. Voilà, justement. Voilà. Un petit peu ça. Et là, c'est une des raisons pourquoi les X-Men se mettent à part, parce qu'ils vont commencer à penser à leur identité. Hein. Et là, ce que fait ce guerre secrète, quelque chose de nouveau aussi, c'est qu'il va redeem les super-vilains, quelques super-vilains, parce que Magneto était le grand vilain mutant de l'époque, et dedans, on va avoir cet aspect bonté chez Magneto. Et après, bien sûr, on va reprendre ça un petit peu dans le Loki, par exemple. On a suivi Loki. Loki n'est pas mauvais, n'est ni mauvais ni bon, mais ça commence déjà dans Guerre secrète. Hein. Mais Guerre secrète va commencer tout ça. Et donc, il se retrouve sur Battle World. Et là, tout l'intérêt de retrouver, parce que moi, gamin à l'époque, je courais acheter mes Spidey, c'est parce que c'est la première fois que tu vas voir tous les super-héros ensemble, tout le monde. Que ce soit les 4 Fantastiques, que ce soit Captain America, les Avengers, c'était vraiment le rêve. C'était avoir tout le monde, donc quoique mon Spidey, il est un petit peu vieux, ce truc, tu vois tout le monde sur la première page, tu es content. Hein? Donc, je ne vais pas spoiler parce que ça vaut la peine d'être vu. Donc, si vous voulez la voir, vous allez voir au bas de l'écran s'afficher un numéro. Donc, vous me contactez. Tu vas nous faire avoir ta copie. Une copie chacun. Donc voilà, une copie chacun, vous pourrez avoir. Donc je vous. Bien sûr, mais attends. Ça c'est le connaisseur. Non, voilà, tu peux toujours attendre, tu ne l'auras pas. Donc déjà, c'est très très intéressant. Ensuite, ça va avoir tout plein de répercussions sur les autres séries de l'époque. Hein. Est-ce que, justement, j'allais te demander, est-ce que ça a eu un lasting effect? Oui, d'abord, Ben Grimm, Ben Grimm, pour ceux qui connaissent, c'est la chose. La chose, quand il se retrouve sur Battle World, il retrouve son aspect humain. Ah, oui. Donc, il retrouve son aspect humain, et quand tout le monde, je ne vais pas vous dire l'issue, quand Beyonder envoie tout le monde sur Terre, et là, Ben Grimm a le choix entre rester sur Battle World, et rester humain, ou bien retourner sur Terre et reprendre sa forme rocailleuse. Donc, il décide de rester sur
sur Battleworld. Il est remplacé par, donc à l'époque, ce qui était intéressant, on avait un super scénariste qui s'appelait John Byrne, qui scénarisait Fantastic Four et qui dessinait aussi Fantastic Four, comme vous voyez dans Nova. Donc j'ai emmené un Nova où il y a la répercussion de Guerre secrète. Et quand vous voyez les dessins, là, vous pouvez voir, je pense ici, les dessins de John Byrne. Il y a un charme. Oui, il y a un charme. Ça, aujourd'hui. C'était fluide. Ouais, c'était fluide. Donc, John Byrne, donc ça va toucher un petit peu. Et là, c'est She-Hulk, qu'on va voir bientôt en série, ce truc. C'est She-Hulk qui était chez les Avengers, qui va remplacer Ben pendant 2 ou 3 ans. Elle va le remplacer au sein des 4 Fantastiques. Mais l'événement de Guerre secrète, qui va changer complètement l'univers Marvel, c'est la première apparition du symbiote Venom. Ouais, bon, pourquoi symbiote à l'époque là? Non, il n'est pas... Au fait, l'histoire est un petit peu pourrie. Au fait, l'histoire est vraiment pourrie. Spidey, son costume est complètement déchiré. Il rentre dans une espèce d'appareil, soi-disant pour réparer le costume. Mais au fait, il s'est trompé d'appareil. Il est rentré dans le prison. Ça fait très rétro. Non, ça fait très truc. Mais quand même, ça fait... On va pas dire symbiote, on va dire le premier costume noir. Le premier costume noir, hein, parce que c'est après, petit à petit, dans... Bon, je n'ai pas emmené les Strange, mais c'est après, petit à petit, dans Strange, que ça va... Et là, il découvre, là, c'est la première fois qu'il met Spider-Man, non, ça se trouve aussi dans Nova. Oui, mais dans Nova. Ouais. Mais là, c'est la première fois il n'est pas encore Venom, il n'est que le costume noir qui arrange... scandale. Qui truc, jusqu'à ce que finalement, Marvel décide d'exploiter ce costume et d'en faire un personnage. Mais Venom n'apparaît pas un petit peu comme dans les Spider-Man, là, ou bien sur moto et tout, c'est absolument rien à voir. Eddie Brock va venir bien après. Je vous conseille Guerre secrète, si vous voulez, on peut le lire sans réellement, comme un roman, et graphic novel, on peut le lire indépendamment des autres séries. Right? Ça, c'est ce qui est bon avec certains graphic novels, on va en parler après genre, dans d'autres émissions. Mais si vous voulez découvrir Marvel, ceux qui ne sont pas habitués à l'univers Marvel, encore une fois, mon numéro s'affiche au bas de l'écran. Hein. Donc, vous venez, je peux vous... Tu prends le numéro là? Ouais, prenez le numéro. Ça vaut la peine. Si vous, moi, je vous conseille fortement, et là, on va... Monica Rambeau, qui est aussi là-dessus, hein, qu'on va connaître, Captain Marvel. Les X-Men, Magneto qui va devenir... Je reviens sur Magneto parce qu'à partir de là, Magneto va reprendre juste après les Nouveaux Mutants. Bon, le film Nouveaux Mutants n'est pas terrible, mais... Bon casting, ça. Ouais, bon casting, excellent casting. Le casting est pas idéal. Donc, je vous conseille Les Guerres secrètes pour le coup fourré qu'on a fait à DC, le premier coup fourré qu'on a fait à DC, et bien sûr parce que c'est le premier crossover qui vaut la peine. Merci beaucoup, Monsieur Rock. Merci pour ça. Je peux rajouter un truc, l'idée de crossover, ils l'ont retranscrit avec le MCU, avec Infinity War. Mais ça vient... Les Avengers. Non, au fait, ça vient de là. Ouais. Ça vient des Guerres secrètes 85, pour ceux qui aiment bien les dates. Donc, ça vaut la peine. Jim Shooter, qui est excellent. Et petite anecdote, on se demandait pourquoi Jim Shooter, quand en même temps, il y avait dans la boîte, il y avait Chris Claremont, qui était excellent sur... Monument. Ouais. Chris Claremont, tu avais John Byrne, et lui, il a tenu, hein, il a voulu, parce qu'il était boss, mais il a dit, ça, c'est moi qui l'écris. Et personne n'a pu lui dire quoi que ce soit, parce que c'était le boss, parce que c'était lui qui faisait les chèques. Moi, une des choses que je retiens, c'est que bientôt, on va remplacer Ben par She-Hulk. Pour 2-3 ans seulement, hein. Que pour 2-3 ans, donc ça va, on va te retrouver. Merci beaucoup.
Merci Stéphane, merci pour tout ça. Donc pour notre dernière rubrique, donc Ready Steady Play avec Aldo. Donc tu nous as préparé quoi aujourd'hui? Pas grand chose parce que pas vraiment de news. Alors je dis franchement, il n'y a pas vraiment de news cette semaine. Mais par contre, je vais tricher un peu. Il y a un jeu qui est déjà sorti depuis un moment, qui a droit à un re-release. C'est Ghost of Tsushima. Je vois Ben déjà qui est mitigé. Le Director's Cut, en effet, de Ghost of Tsushima. Donc c'est un re-release, je vois pas vraiment l'intérêt, mais bon. Ouais, C'est pour se faire des sous. J'aime, franchement, On va, tu sais, les labels Game of the Year, Director's Cut, Non, Les mais ça, jeux- c'est pour vendre. Mais tu me prêtes le DVD, là? Ça, c'est pour vendre. Le Blu-ray. Parce que pourquoi ce film ne fonctionne pas? C'est parce que déjà, c'est prévu... Du moment qu'on t'écrit en haut « From the visionary creators of the Matrix », tu sais très bien que c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc vas-y Aldo, continue. Oui, Mais bon. mais par contre, est-ce que tu peux nous dire pourquoi on devrait prendre cette version du jeu? Parce que moi, par exemple, j'ai raté. Justement, je vais seconder Ben. Je n'ai pas eu l'occasion de le jouer, donc la version originale. Alors pourquoi vous opteriez pour la version Director's Cut? Parce que déjà, premièrement, si vous êtes parmi les chanceux à avoir une PS5, malheureusement, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Le jeu vient avec un mode performance, donc meilleur frame rate, vous savez pas, image par seconde. Une version 4K supportée, avec de meilleurs framerate encore une fois. Mais encore une fois, je vous dis, je ne comprends pas l'intérêt à part se faire des sous. Est-ce qu'il y a des nouveaux contenus? Il y a de nouveaux contenus, une nouvelle expansion, l'île d'Iki, si je me souviens bien, Iki Island, ou... Phoenix. Donc une nouvelle map, de nouvelles missions, une nouvelle narrative. Mais comme je vous dis, si vous n'avez pas forcément eu l'occasion de jouer la première version, Oui, c'est la version qu'on prendra. quand on c'est aura la le version PS5. qu'on prendra éventuellement. Donc si vous faites comme moi, vous attendez le Game of the Year, le Ultimate Edition, c'est la version à prendre. En plus, elle vient avec un nouveau mode multijoueur qui a été pas mal praised parce qu'il y a eu un mode coopératif et maintenant il y a un mode compétition, donc 2 contre 2. Donc franchement, le 20 août, Ghost of Tsushima, Director's Cut, allez-y. Ensuite, il y a Psychonauts qui fait son grand retour. Pour ceux qui ne savent pas, Psychonauts, c'est un jeu de plateforme sur la PS2. Créé par les Double anciens Fine. des anciens de Lucas Art. Lucas Art, ça s'appelait. Yes. Qui ont été connus pour des jeux comme Monkey Island. Yes. Et il y a cet aspect, la narrative qui est vraiment une signature de cette équipe en fait. Et Psychonauts, pour ceux qui ne savent pas, c'est un jeu de plateforme sur PS2 où le héros a la capacité de rentrer dans le cerveau des gens, dans leurs pensées. Thématique, ça rentre dans la thématique du jour. Ça rentre dans la thématique du jour. Mais pas vraiment orienté horreur, mais bon, il y a quand même, une scène spécifique, je pense que Ben sait de quelle scène je parle, sans vraiment spoiler. Donc Psychonauts fait son grand retour et Psychonauts 2 sort le 25 août sur toutes les consoles sauf la PS5 bizarrement. Donc ça sort sur les 2 Xbox, sur la PS4, sur PC aussi, mais pas sur la PS5. On comprend pas tellement. Alors peut-être, effectivement, c'est peut-être Sony parce que pendant un bon moment, Sony ne voulait pas de jeux 2D sur leur console. Pendant un bon moment, ils étaient très anti. Il fallait à tout prix montrer un jeu 3D plus beau. Et effectivement, Psychonauts 2, il n'est pas forcément parmi les jeux qui vont vendre la console, la PS5 sur sa performance. Donc, il se peut qu'ils aient mis leur veto dessus. Il se peut, tant qu'il n'y ait pas une meilleure version du jeu. Du coup, c'est une suite de ce qu'on a joué. C'est une suite directe de l'histoire de. On n'attendait plus cette suite. Hein, on l'attendait plus, justement. Beyond Good and Evil 2. Ah oui, il n'existe plus, c'est bon, vas-y. Non, c'est vrai ça. Ils avaient teasé super séquence cinématique et ils n'ont rien entendu. Ouais. Et... On attend. Écoutez les amis, merci beaucoup pour tout ça. C'était vraiment sympa de découvrir de nouvelles choses. Et on se dit à bientôt. Et écoutez, ciao. Cheers et on se revoit dans le prochain épisode. Ciao.